Nous allons modifier un peu l'organisation de la séance. Hubert Joannet va laisser sa place à Richard Villet, qui est un grand spécialiste de la chirurgie gynécologique en général et du sein en particulier, et qui va contribuer avec moi à animer la séance. Richard, si tu veux bien venir. Donc, Carole, nous allons commencer par vous. Je vous ai présenté. Le sujet de votre présentation est le cancer du sein, regard croisé sur l'impact de l'environnement. En fait, ce sujet présente l'ensemble de la séance et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Académie de chirurgie. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les académiciens. Et sachez que l'ensemble des orateurs est particulièrement touché par cette très belle initiative de l'Académie de chirurgie. Alors, je crois que le sujet est assez original puisqu'on va parler d'environnement et rôle de l'environnement sur le cancer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aura 5 petites conférences de 15 à 20 minutes chacune. On va essayer de laisser largement la part aux questions. Et je me permettrai de commencer en faisant un tour d'horizon sur l'impact de l'environnement sur le cancer du sein, mais surtout sur l'ensemble des causes de cancer du sein qu'on a réussi à identifier et tout ce qu'on ne sait pas. Le deuxième qui interviendra, et c'est un honneur pour nous de l'avoir parmi nous presque à l'Académie de chirurgie, c'est Monsieur Sicolella, qui est le président du réseau Environnement et Cancer, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle Cancer du sein, la fin d'une épidémie, je crois. J'aimerais presque dire Cancer du sein, la fin d'une pandémie, et il nous donnera son point de vue. Ensuite, c'est Monsieur Fénichel, qui est professeur à Nice, qui a fait beaucoup d'endocrinologie et qui s'est en particulier intéressé à l'impact des pesticides et des perturbateurs endocriniens dans les premiers jours de la vie ou dans les premiers mois de la vie et qui nous parlera de son expérience. Ensuite, c'est Karl Leberger qui interviendra. Karl est polytechnicien. Il travaille avec l'équipe des médecins et chirurgiens de Strasbourg depuis 4 ou 5 ans. Et c'est lui qui est responsable de l'analyse d'une étude où on essaye de mesurer, de quantifier l'impact des pesticides et des métaux sur les tumeurs du sein. Donc, il aura une vingtaine de minutes pour nous parler d'intelligence artificielle et de big data pour comprendre ça, et ce sera vraiment le point de vue du scientifique. On a la chance d'avoir avec nous Nathalie Rex qui fera la clôture de la session. Nathalie est biologiste, elle travaille à Strasbourg. Sa spécialité, c'est les hormones et le cancer du sein. Et elle nous montrera un côté assez original sur l'origine des cancers, à savoir la lumière, en particulier la lumière de nuit. Donc voilà un petit peu pour le programme. On va essayer d'être le plus clair possible et on espère que vous aurez beaucoup de questions à nous poser. Alors, je vais essayer de partager mon écran, à moins que quelqu'un me le fasse, pour passer les premières diapositives. Là, je crois que ça va aller. Vous pouvez partager votre écran. Oui. Je retrouve ton ami Gérard Benoît, Marie. Il est le 4e. Il est le plus présent à chaque fois. Vous avez le petit bouton vert en bas, partager l'écran. Au préalable, vous avez placé votre communication sur le bureau. Vous l'avez ouverte. Oui. Mais... Et le petit bouton vert en bas, vous appuyez dessus. Choisis celle-là. Oui, t'as encore perdu la souris. Non, c'est bon, Nathalie. Ça va aller. Merci, ça va. C'est un problème de souris, en fait, à Strasbourg. Là, vous pouvez lancer votre diaporama. Donc, le petit bouton en bas à droite, à côté du signe moins. Oui, ça arrive. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les diapos? Oui. Alors, voilà le tour d'horizon que je vous propose. Je vais vous montrer quelques généralités sur le sein et puis parler de quelques chiffres concernant le cancer du sein. Il me paraît que ces notions sont importantes pour comprendre la suite. Quelques mots ensuite sur les risques génétiques du cancer du sein, ensuite les risques hormonaux, et puis je
générés par les risques de mode de vie. Alors, quelques généralités sur le sein. Quelle est sa fonction et quelle est son évolution au cours de la vie? Alors voilà, le sein, c'est une glande. C'est une glande qui est sécrétoire et qui est bien sûr qui vise à fabriquer du lait au moment de l'allaitement. Donc la constitution anatomique du sein est assez facile. C'est un organe qui comporte tout un tas de lobules qui fabriquent le lait et ce lait est déversé dans un réseau de canaux qu'on appelle le système canalaire. Et lorsqu'on parle de cancer du sein, on parle essentiellement de cancer canalaire, donc cancer situé dans les canaux, ou de cancer lobulaire. Maintenant, nous, ce qui nous importe beaucoup dans la discussion d'aujourd'hui, c'est pas tellement les lobules et les canaux, mais c'est tout ce qui est situé autour des lobules et des canaux, ce qu'on appelle le tissu stromal ou le tissu adipeux. Et pourquoi il est important pour nous aujourd'hui? C'est parce que c'est un lieu de production des hormones, on le verra pourquoi, et c'est surtout un réservoir de tout un tas de déchets qu'on peut avoir accumulés dans son corps tout au long de sa vie. Les produits lipophiles aiment bien se mettre dans la graisse du sein. Alors, je vous montre un petit peu comment évolue le sein. Quand on est jeune, quand on est une jeune femme, eh bien, on a plein de lobules, plein de canaux dans son sein, bien sûr, parce qu'on va faire des grossesses et on va les allaiter. Et sur un plan radiologique, ça embête toujours nos radiologues, parce que le sein est très compliqué à lire, il est très dense. S'il se cache une petite tumeur là-dedans, on ne la voit pas. En revanche, lorsque le sein vieillit, il devient très adipeux, c'est-à-dire que les canaux disparaissent, les lobules disparaissent, et tout ça est remplacé par de la graisse. Vous voyez ici une image du sein en microscopie électronique, et vous voyez l'importance de ce tissu adipeux. Et sur un plan radiologique, le sein devient très clair, il est facile à lire, et lorsqu'il apparaît une tumeur, on la voit de manière très simple. Alors pourquoi c'est important de rappeler cette quantité de tissu adipeux qu'il y a dans le sein et son apparition au fur et à mesure de la vie? C'est parce que ce tissu contient une enzyme qui s'appelle une aromatase et qui convertit certaines hormones, soit en oestrogène, soit en testostérone. Et ces deux hormones agissent sur des récepteurs qui sont présents au niveau des cellules cancéreuses hormonodépendantes. Ça veut dire que la graisse va réguler la prolifération des cellules tumorales quand elles sont hormonodépendantes et en particulier pouvoir accentuer le processus. Et ce qui est intéressant dans le thème d'aujourd'hui, c'est que les perturbateurs endocriniens, parfois des pesticides ou d'autres substances, sont des substances qui vont s'accumuler dans la graisse et vont pouvoir être converties en certaines hormones et toucher nos récepteurs. Alors, quelques chiffres sur le cancer du sein. Il faut savoir que c'est un cancer qui n'arrête pas d'augmenter dans le temps. Quand j'ai commencé ma chirurgie, on avait à peu près 25 000 nouveaux cas chaque année et les derniers chiffres font état quasiment de 60 000 nouveaux cas. Donc, on a plus que doublé le nombre de cancers chaque année. Et actuellement, lorsqu'on regarde les femmes en France, c'est bien 10% d'entre elles vont faire un cancer du sein tout au long de leur vie. Et on dit que la France est un pays à risque moyen et pas un pays à bas risque. Ce qui est important aussi, c'est que les hommes ne sont pas épargnés et on a chaque année à peu près 500 à 600 hommes qui ont un cancer du sein. La mortalité en France, moi je la trouve toujours considérable. On dit souvent que le cancer du sein est un cancer de bon pronostic par rapport à d'autres, tout va bien. Je dirais que c'est pas vrai. On a toujours 12 000 morts par an et malgré les énormes progrès de l'industrie pharmaceutique, etc., des dépistages, malgré tout ce qu'on a fait, c'est un cancer qui tue beaucoup en France. Alors, les âges de survenue, en gros, dans la période du dépistage, donc, qui se situe entre 50 et 74 ans pour la femme, on observe à peu près 60% des cancers du sein. Les femmes les plus âgées, donc après la fin du dépistage organisé, ne sont pas épargnées, puisqu'il y a encore 20% des cancers du sein qui surviennent dans cette tranche d'âge-là. Et puis, bien sûr, le cancer existe chez les femmes jeunes, avec à peu près 20% des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans. Donc voilà pour les chiffres. Maintenant, les causes des cancers. Alors, la grande majorité des causes est inconnue, d'où l'intérêt de cette session, parce qu'on va évoquer des causes.
Et puis, il y a à peu près le quart des causes qui sont connues et on a l'habitude de les répartir en 3 groupes, hein, causes génétiques, causes hormonales et causes liées au mode de vie. Alors, quelques mots sur la génétique. Souvent, les gens pensent que leur cancer est d'origine génétique. En fait, lorsqu'on regarde les données, c'est seulement 5 à 8% des cancers du sein qui ont une origine génétique. Et nous, en clinique, on les reconnaît assez facilement parce que ce sont des femmes qui ont des cancers souvent bilatéraux, pas forcément en même temps, mais à quelques mois ou années d'intervalle. Ils surviennent souvent à un âge très jeune. Ils touchent plusieurs membres de la famille et ils sont associés à d'autres cancers. Je pense au cancer de l'ovaire, parfois le cancer du pancréas. Et puis, il y a des cancers du sein chez l'homme. Alors, on sait maintenant rechercher un certain nombre de gènes. On en teste en routine maintenant 13. Et lorsqu'une femme a une mutation délétère au niveau d'un gène à risque, son risque cumulé de faire un cancer du sein au cours de sa vie est à peu près de 60 à 80%. Comment savoir si une femme a ou non un risque génétique? Eh bien, il y a des consultations d'oncogénétique pour cela. Les généticiens font des arbres généalogiques, ils font des tests sanguins. Et si on trouve une mutation, eh bien, il faut suivre ces femmes à partir de 30 ans. Et là, on va préférer l'IRM qui va vraiment être l'examen de choix pour suivre ces femmes. Et puis, les chirurgiens peuvent faire des choses. S'il y a une mutation génétique, on peut, à un moment donné du parcours des femmes, leur proposer ce qu'on appelle une mastectomie de réduction de risque. Et on en profite pour reconstruire les seins en même temps. Et puis, dans certains cas, on leur propose des adnexectomies bilatérales pour éviter ce risque de cancer de l'ovaire. Bien sûr, il ne faut pas le faire trop jeune et il faut le faire quand le projet parental est adopté. Alors, quelques mots sur les risques hormonaux. On sait que les hormones influencent le risque de cancer du sein. Dans certains cas, il y a des situations où notre risque diminue. Par exemple, chez des filles qui ont des premières règles tardives, donc les œstrogènes arrivent assez tard dans la vie de ces femmes pour stimuler le sein. Et à ce moment-là, elles ont moins de risque de cancer du sein que les autres. On sait aussi que la ménopause précoce, avant 45 ans, ou la castration médicale qu'on peut faire réduit les risques de cancer du sein. Lorsqu'une grossesse est précoce ou qu'il y a plusieurs grossesses, il y a des réductions de risque. Et puis l'allaitement, qui permet d'évacuer des substances nocives au niveau du sein, diminue le risque à peu près de 4% par une année d'allaitement. Et puis, dans d'autres cas, les hormones augmentent notre risque. Lorsque les premières règles sont précoces, par exemple, le sein est soumis très tôt aux œstrogènes. Lorsque la ménopause est tardive, la fenêtre œstrogénique est longue. Lorsqu'il n'y a pas de grossesse ou que les grossesses sont trop tardives. Certaines femmes qui ont une hyperthyroïdie font plus de cancer du sein que les autres à cause de l'action de l'hormone thyroïdienne. Et puis, le diabète de type 2 est connu pour entraîner un risque de cancer du sein par le biais de l'insuline. Alors, la pilule, beaucoup de gens se demandent si la pilule augmente le cancer du sein. Ben, la réponse est oui. Les pilules œstroprogestatives entraînent une légère hausse du risque de cancer du sein, surtout pour les filles qui l'utilisent depuis plus de 10 ans. Mais il faut savoir rassurer ces filles-là parce que le risque revient à la normale après 10 ans d'arrêt de la pilule. Et pour les traitements en monosubstitution, c'est un peu pareil. Il y a une augmentation du risque de cancer du sein liée à la durée d'utilisation et en particulier après 5 ans d'utilisation. Ce qui fait que maintenant, les médecins recommandent l'usage du traitement hormonal de la ménopause pour de courtes durées, si possible inférieures à 5 ans, et seulement si les femmes en ont besoin, c'est-à-dire si elles ont des bouffées de chaleur ou de l'ostéoporose, etc. Alors, des risques liés au mode de vie, on en connaît certains. Le grand risque pour nous, nos sénologues, c'est l'obésité. Et il y a un lien établi entre cette obésité qui survient après la ménopause et le risque de cancer du sein, en sachant que ce risque augmente beaucoup chez les femmes les plus âgées. Une femme âgée de 80 ans qui est obèse n'a pas 10% de risque de faire un cancer du sein, elle a 30% de risque. On arrive à du haut risque. L'activité physique, alors celle-ci est bénéfique, mais l'inactivité, elle favorise un certain nombre de cancers, notamment le cancer du sein. Et donc, il est recommandé à nos patientes de bouger, d'avoir une activité physique régulière,
en conseillant minimum 30 minutes d'une activité physique en plus des activités quotidiennes banales pour réduire le risque de cancer du sein. On sait aussi que cette activité physique est bonne pour les femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein. Et il y a des études intéressantes qui ont montré des réductions de 40% de la mortalité par cancer du sein chez des femmes qui ont été opérées pour un cancer du sein et qui font une activité physique importante. Et puis, cette activité leur permet aussi de ne pas prendre de poids, ce qui est intéressant. Alors, l'alcool est un facteur de risque de cancer du sein. Et plus on boit, plus on a de risques. Si on commence tôt, si on commence tard, si on boit un peu, si on boit beaucoup, je crois qu'il n'y a aucun mode de consommation d'alcool qui est bon. Et en gros, il faut retenir que le risque est linéaire avec le nombre de verres consommés par jour. La vitamine D, la carence est un facteur de risque de cancer du sein. Et on sait que le bénéfice est acquis lorsque vous corrigez une carence par l'exposition solaire. C'est sûrement moins bon de prendre un apport oral de vitamine D ou une supplémentation vitamine D, mais je dirais que c'est mieux que rien. S'il n'y a pas de soleil, on ne peut pas faire autrement. Et on a l'habitude en cancérologie mammaire de doser le taux sérique de vitamine D pour supplémenter les femmes qui en ont besoin. Le sommeil, et ça c'est intéressant, puisque la plupart des grandes études qui sont consacrées au lien entre le sommeil et le cancer du sein montrent que les grosses dormeuses font moins de cancer du sein que les autres. Et je ne vais pas développer davantage puisqu'on comprendra un petit peu ça à la fin des topos avec Nathalie Rex. La nutrition, dans quelle mesure elle intervient sur le cancer du sein? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le régime méditerranéen est certainement un des meilleurs pour limiter les risques de cancer du sein. Et quand on dit régime méditerranéen, on dit régime avec peu de viande rouge, peu de sucre, peu de céréales raffinées et plutôt à l'inverse, manger du poisson, manger plutôt des sucres lents, manger plutôt des fibres. Ça réduit le risque de cancer du sein et de manière très intéressante. On a montré aussi que ça réduisait les risques d'un cancer du sein qui est très agressif et qu'on appelle le cancer du sein triple négatif. Autre élément intéressant dans l'alimentation, c'est l'alimentation biologique. Et je crois que vous avez tous lu cette étude qui inclut 70 000 sujets français, 78% de femmes, c'est l'étude Nutrinet. Et on a vu une réduction des risques de cancer du sein pour les femmes qui consommaient plutôt des aliments biologiques. Et je vous montre ce risque relatif de 0,75, donc c'est une vraie réduction de risque, mais surtout pour les cancers du sein post-ménopausiques. Autre facteur de risque connu, c'est l'irradiation mammaire. Vous savez que la profession actuellement qui est la plus exposée au cancer du sein sont les hôtesses de l'air. Elles ont un risque significativement élevé. On pense que c'est lié justement à l'irradiation cosmique et on a pu démontrer qu'elles faisaient d'autant plus de cancer du sein qu'elles faisaient souvent des vols longs à haute altitude, qu'elles exerçaient leur métier sur des durées assez longues, plus de 15 ans, qu'elles commençaient leur métier assez tôt, avant 25 ans, et bien sûr le risque était majoré pour les hôtesses en plus des antécédents familiaux. On a aussi montré que les femmes qui avaient une irradiation thoracique, par exemple celles qui avaient une maladie de Hodgkin, qui avaient eu de l'irradiation quand elles étaient adolescentes ou jeunes adultes, font plus de cancer du sein que les autres. Et donc, on se méfie toujours de l'irradiation au niveau du sein et maintenant, les sénologues recommandent de ne pas faire de mammographie avant 30 ans. Alors, il y a des actions de prévention qui sont possibles sur tous ces facteurs de risque. Et l'INCa estime maintenant que 40% des cancers pourraient être évités si on tenait compte de ces facteurs de risque connus. Alors, il y a des questions, j'en développerai peu, mais je les évoquerai et elles seront développées un peu plus tard dans l'après-midi. La première question, c'est à quel âge on peut observer une sensibilité du sein au carcinogène? Est-ce que c'est à tous les âges que le sein est sensible? Alors, moi, j'ai envie de dire oui, même si peut-être tous les orateurs ne seront pas d'accord avec moi. Il est très sensible in utero, et ça, nous, on le voit bien
parce qu'on a des femmes dont les mamans avaient pris un médicament qu'on appelle le DES, le Distilbène, pour éviter les fausses couches. Et on a observé des cancers du sein donc fréquents chez la descendance de ces femmes traitées, donc les filles étaient in utero, et j'ai eu à opérer un certain nombre de ces femmes DES. Ce sont des cancers qui sont bilatéraux et qui ont une gravité exceptionnelle avec des taux de mortalité très importants. Donc on est sûr que le sein in utero est déjà sensible. Chez les adultes jeunes, oui, on sait que lorsqu'on se fait irradier, par exemple, pour une maladie de Hodgkin, eh ben, on va développer un cancer du sein plus fréquemment que si on n'a pas eu d'irradiation. Donc, le sein de l'adolescente ou de la femme jeune est sensible. Avant la ménopause, ben oui, il y a des choses qui se passent au niveau du sein qui augmentent le risque. Je pense par exemple aux agricultrices qui utilisent des pesticides. On sait qu'elles font plus de cancer du sein que les autres, et qu'on a même un lien entre l'endroit où elles habitent par rapport à l'endroit où elles utilisent les pesticides et le risque de cancer du sein. Et puis un peu plus tard dans la vie, parfois on prend du poids, on développe un diabète de type 2, ou on prend un traitement hormonal de la ménopause de manière prolongée, et ça augmente le risque. Donc même le sein à ce moment-là reste sensible. Et puis dans le très grand âge, il y a des cancers du sein liés au vieillissement. Donc, je dirais qu'on peut agir à tous les moments de la vie. Il ne faut jamais se décourager. Je crois que le sein reste sensible tout le temps. Deuxième question qui me paraît intéressante et les orateurs suivants vont parler. Il y a des disparités mondiales. Il y a des pays où il y a beaucoup de cancers du sein. Vous les voyez en bleu foncé. Et puis, il y a des pays où il y a très peu de cancers du sein. Et on sait que quand on passe d'un pays à faible incidence et qu'on va habiter dans un pays à forte incidence, au bout de 15 ans, on a le niveau de vie du pays d'accueil. Donc, il y a des choses dans l'environnement qui se passent. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de bon des pays où il y a peu de cancer du sein? Donc, c'est des choses importantes qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis, troisième question, est-ce qu'il y a des outils actuels qui vont nous permettre de faire des progrès dans la connaissance des risques et qui vont nous permettre peut-être de réduire les risques de cancer du sein? Je dirais oui, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va nous permettre de considérablement raccourcir le temps de la recherche. Et je vous illustre ça juste par une diapo. Vous savez que pendant longtemps, on avait remarqué que nos infirmières de nuit faisaient plus de cancer du sein que les infirmières de jour. Et pour le prouver, on avait dû établir des cohortes, infirmières de nuit, infirmières de jour, qu'on avait dû suivre pendant 30 ans ou 40 ans pour voir apparaître les cancers et montrer qu'effectivement, les taux étaient significativement différents dans les deux groupes. Donc ça, c'est des études de cohorte que je vous montre avec des suivis qui ont été extrêmement longs, parfois 30 ans pour prouver quelque chose. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez croiser les fichiers que vous avez de vos infirmières de jour ou de vos infirmières de nuit avec le registre de la médecine du travail et vous avez quasiment des réponses en un mois. Donc, je crois que par rapport aux questions qu'on se pose, nos nouveaux outils vont nous permettre des réponses accélérées et ça va nous permettre, je crois, de changer les choses. Et je vous ai mis en dernière dia, interventionnisme plutôt que fatalisme. Si on ne fait rien, on estime l'augmentation des cancers du sein dans le monde dans 20 ans. On va passer de 2 millions de cas dans le monde à 3 millions de cas. Donc une augmentation énorme, quasiment de 47%. Et pour les décès, vous savez qu'actuellement, il y a 600 000 femmes dans le monde qui décèdent d'un cancer du sein. On estime que si on ne fait rien, dans moins de 20 ans, on aura plus d'1 million de décès par an, ce qui est considérable. Donc, je crois qu'on connaît bien maintenant un certain nombre de risques. Il y a d'autres risques qu'on va étudier maintenant tous ensemble. Et je crois qu'il faudrait essayer de combattre ces risques pour pas avoir cette fatalité. Donc voilà, j'ai essayé de brosser un peu un tableau général sur ce qu'on sait et qu'on ne sait pas des cancers du sein. Et vous verrez, on va bien préciser les choses maintenant avec l'environnement. Et le prochain orateur, qui est Monsieur Sicolella, je vous rappelle, c'est le président du réseau Environnement et Santé, mais peut-être je répondrai à quelques questions avant de lui passer la parole. Je vous remercie. C'est très inquiétant et à la fois très rassurant.
inquiétant parce qu'il y a d'innombrables facteurs que nous connaissons mal, et rassurant parce qu'il y a des préventions possibles. Est-ce que vous avez le moyen de diffuser à l'ensemble de la population féminine toutes ces notions, et si oui, de quelle manière? Alors, c'est très difficile de faire passer des messages dans le grand public, hein, et en particulier actuellement, parce que chaque fois qu'on essaye de parler du cancer du sein, enfin voilà, c'est pas bien possible, on parle du Covid. Donc, on n'a pas beaucoup voix au chapitre. C'est pour ça que je remercie l'Académie de chirurgie de nous donner la parole. Donc, oui, c'est compliqué. Parfois, on fait des séances grand public dans nos régions, en parlant un peu des facteurs de risque, mais c'est pas très diffusé. Ce sont pas des sujets porteurs. Bonjour Carole, à nouveau, c'est Richard Villet. Oui, puis je crois qu'on peut rajouter quand même quelque chose qui est très très important quand on se met à parler du risque, et notamment quand il y a des niveaux d'incertitude. On est en train de monter des débats sur les exposomes à l'Académie de médecine, et effectivement, le problème de notre système de communication fait que quand vous donnez deux informations, une du risque et une autre plutôt optimiste, et j'ai beaucoup aimé la remarque de Philippe Marr, celle qui est retenue et qui diffuse rapidement sur les médias, et notamment sur les médias portables et sur les réseaux sociaux, c'est bien évidemment le risque. On connaît ça pour la vaccination, et le danger quand on fait ce que fait Carole Madelin et quand on fait des débats, et moi je vais entendre avec plaisir d'ailleurs Sico Sella qui en parlera sûrement, c'est quand on donne une information, la seule information qui est retenue, c'est l'information, j'allais dire entre guillemets, dangereuse ou négative, au lieu de retenir les informations positives. C'est un vrai débat de société dans l'information médicale, en fait. Je voudrais juste te poser une question très technique. Je m'excuse, mais c'est un peu technique, mais comme je connais ça, tu as parlé de façon précise du risque du traitement hormonal substitutif, notamment quand on dépasse 50 traitements, mais je crois qu'il y a une nuance très importante entre un traitement œstroprogestatif, un traitement œstrogénique pur, lorsqu'il n'y a plus d'utérus, et le risque de cancer du sein, et également, bien évidemment, par la méthode d'administration. Alors, merci pour tes remarques. Je suis d'accord avec toi, tous les traitements hormonosubstitution ne se valent pas. Les traitements les plus anciens américains sont vraiment les pires. Les traitements plus récents sont mieux, et bien sûr, je préfère un traitement œstrogénique pur à un traitement combiné œstroprogestatif. Une question. Je voudrais ajouter sur le plan du choix de ce sujet, l'Académie est très orientée cette année, depuis quelques mois, sur la prévention des affections chirurgicales qui entre vraiment dans le projet de meilleure prise en compte des pathologies de notre société. Je passe maintenant la parole à Maxime Ross, qui a une question à te poser. Bonjour, merci beaucoup pour la clarté de cette présentation. J'avais une question concernant la reconnaissance en maladie professionnelle lorsque le cancer est lié à une exposition au cours de la vie professionnelle. Où en est-on par rapport à ça, notamment pour les hôtesses de l'air, peut-être aussi pour les agricultrices ensuite? Alors en France, le cancer du sein est jamais reconnu comme maladie professionnelle. Il y a des pays, par exemple aux Pays-Bas, où on reconnaît pour les hôtesses de l'air la pathologie comme étant professionnelle. Quand elles ont commencé tôt, qu'elles ont fait du long courrier et qu'elles ont travaillé plus de 15 ans, je crois. Les agricultrices, à ma connaissance, il n'y a aucun pays où on leur reconnaît cette affection comme étant professionnelle. Grand progrès à faire. Merci. Vous posez une question, Gérard Pascal. Oui, on t'entend, Gérard. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre exposé qui était vraiment très bien et qui m'a appris plein de choses parce que je ne connais pas très bien cette pathologie. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma question parce que dans les facteurs de risque, je n'ai pas entendu parler du tabac. Alors, le tabac est assez compliqué pour nous parce qu'il a un effet dual en cancérologie mammaire. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les grandes tabagiques ont des ménopauses précoces. Et par le biais de la ménopause précoce, parfois son risque est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. C'est pour ça qu'on dit effet dual. D'un côté, c'est un carcinogène
Et d'un autre côté, quand les femmes fument vraiment beaucoup, elles se ménopausent tôt, donc elles produisent moins d'œstrogène longtemps. Donc il y a un peu ce paradoxe, mais bien sûr, on conseille à nos patientes de ne pas fumer. Je crois que ça rejoint, si tu es d'accord, Carole, de cette petite intervention que je vais faire, ça répond également à Maxime Ross et à ce que vient de dire Carole. Le problème de tout ça, et c'est tout le problème de l'exposome, c'est une infinité de multi-expositions différentes pour lesquelles il est difficile de faire une balance. Parce que si tu as une femme qui fait du jogging tous les matins, mais qui en même temps fume, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, si vous voulez, c'est tout le problème de la causalité et de la corrélation. Il y a des corrélations qu'on montre, et puis il n'y a pas toujours de causalité. Ça, c'est important. Et le deuxième point, quand même, pour rassurer un peu après ce que vient de vous dire Carole, c'est que les données qu'on donne, ce sont des chiffres relatifs par rapport au pourcentage et pas des données absolues. Donc, si c'est sur 10 000, 5%, c'est pas la même chose que si c'est sur 1000. Et donc, l'épidémiologie en cancérologie mammaire est difficile puisque c'est très multifactoriel, parce que peut-être qu'une femme va avoir une exposition dans un temps T alors qu'elle a eu une puberté tardive ou une autre une puberté précoce. Donc, l'analyse a toujours été très, très difficile.